Donc bonsoir et bienvenue pour cette deuxième rencontre autour de l'exposition Femmes berbères du Maroc. Nous avons la chance d'avoir ce soir les deux hommes clés de l'exposition. J'ai nommé Björn Dahlström, qui en est le commissaire, et Christophe Martin, à ma gauche, qui en est le scénographe, et que je vais vous présenter de ce pas. Björn Dahlström, vous êtes suédois par votre père, français par votre mère et marocain de cœur, puisque vous êtes né à Casablanca et vous avez vécu jusqu'à l'âge de 12 ans où vous arrivez en France. Après de brillantes études, vous devenez historien de l'art et muséologue. Vous faites notamment l'école du Louvre. Vos études d'art vous ont fait approfondir la problématique de la taxidermie dans les arts du XXe siècle. C'était le sujet de votre thèse. Sujet qui ne vous a pas mené à travailler chez Desrolles, non, mais à sillonner le monde. Aux États-Unis, vous avez travaillé avec le metteur en scène et plasticien américain Bob Wilson. Au Luxembourg, vous étiez en charge de la programmation du musée d'art moderne. Au Japon, conseiller en mécénat de grandes marques, avant de vous voir confier par Pierre Berger la muséographie et la coordination du comité muséal et scientifique du musée berbère au Jardin Majorel. Alors pour ce projet, vous n'arrivez pas en terre inconnue, puisque votre meilleur ami, Christophe Martin, planchait déjà sur la chose. Christophe Martin, architecte, scénographe, diplômé de l'école d'architecture de Toulouse. Vous vous êtes intéressé, Christophe, en premier à la réfection de casernes de pompiers, puis à la construction de bâtiments universitaires. Et c'est en travaillant sur le projet de l'Université Paris 8 que vous rencontrez en 1996 Robert Wilson, Bob pour les intimes, et vous voilà parti à New York où de 1996 à 2009 vous allez travailler avec Bob Wilson partout dans le monde et notamment à Long Island, au Watermill Center, le laboratoire de performance que Bob Wilson a fondé pour aider les jeunes artistes émergents à explorer de nouvelles idées. Alors vous réalisez des scénographies d'opéra et de pièces de théâtre mises en scène par Bob Wilson et jouées dans les plus prestigieuses salles internationales. D'ailleurs, c'est grâce à une exposition de Bob Wilson que vous travaillez pour la première fois à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, c'était en 2004. Vous signez ici même la scénographie des Fables de La Fontaine. Vous êtes alors repéré par le maître des lieux, Pierre Berger, qui vous confie depuis plusieurs expositions de la Fondation, la scénographie de ces expositions, et vous propose en 2008 de concevoir la rénovation du musée du Jardin Majorel. Et c'est la connaissance et c'est la naissance de ce musée que vous allez l'un et l'autre nous faire découvrir ce soir. Mais comme le musée se trouve au cœur du Jardin Majorel, du nom du peintre orientaliste français Jacques Majorel, je souhaite, si vous voulez bien, que vous nous fassiez en un premier temps découvrir ce peintre qui a passé la plus grande partie de sa vie au Maroc. Est-ce qu'il a été un des premiers artistes à peindre des femmes berbères, à représenter la vie des berbères, Björn? Oui, Monique. En tout cas, au Maroc, oui, c'est vraisemblablement un des premiers à avoir documenté avec brio cette vie rurale berbère. Il est arrivé en fait dans les années 10 à l'invitation de Lyoté, qui l'a fait venir pour la première fois au Maroc. Il est retourné en France ensuite et a décidé de s'installer finalement à Marrakech. Son premier séjour, il était allé à Casablanca. Et c'est simplement en 1922 qu'il s'établit à Marrakech, et on en parlera peut-être un peu plus tard. Il achètera cette parcelle dans la palmeraie, ce qui était à l'époque encore la palmeraie de Marrakech, et qui deviendra bien plus tard, le Jardin Majorel. Très bien, alors c'est en effet peut-être grâce à Majorel que tout ça existe, mais Pierre Berger et Yves Saint-Laurent vont découvrir le Maroc en 1966, et est-ce qu'ils fréquentent tout de suite le jardin Majorel? Non, en 1966, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent font un premier voyage au Maroc. Ils font l'acquisition d'une maison dans la Médina, Dar el Anch. C'était le premier voyage qu'ils effectuent ensemble au Maghreb. Évidemment, Yves Saint-Laurent était né en Algérie, donc il était familier avec cette région du monde. Et ils achètent donc une première maison dans la Médina, donc dans la vieille ville de Marrakech. Et c'est simplement en 1974 qu'ils font l'acquisition d'une maison qui s'appelle toujours Dar el Saada et qui jouxte le Jardin Majorel. Et c'est en 1980 qu'ils apprennent en voisin que le jardin
risque d'être l'objet d'une opération immobilière qui envisage la destruction du jardin. Et c'est comme ça qu'il s'en porte acquéreur, qu'il décide de le rénover et de le maintenir ouvert au public, comme c'était le cas depuis 1947, puisque Majorelle avait lui-même ouvert le lieu au public à partir de 1947. Alors on a beaucoup parlé en effet de l'influence du Maroc sur le travail d'Yves Saint-Laurent, on a même dit qu'il a appris la couleur au Maroc, il a d'ailleurs dessiné nombre de ses collections à Marrakech. Qu'est-ce qui l'intéressait dans la culture marocaine en général et dans la culture berbère en particulier, lui en un premier temps, et Pierre Bergé dans un autre temps? Alors, comme je l'ai évoqué à l'instant, Yves Saint-Laurent étant né au Maroc, je pense qu'il a retrouvé un musée en Algérie. Pardon. Mais vous l'avez évoqué qu'il était né en Algérie. Pardon. Il a, j'imagine, nécessairement retrouvé une atmosphère qui lui était familière quand il s'est établi avec Pierre Bergé au Maroc. Maintenant, vous avez parlé de la couleur, il l'a dit lui-même qu'il avait appris la couleur au Maroc. Je pense qu'en termes d'objets, si d'après ce que j'ai pu et ce qu'on a pu regarder des pièces qui avaient été collectionnées depuis longtemps, c'était prioritairement les bijoux qu'il avait collectionnés, des figures notamment, et qu'il a présenté ensuite, on en parlera peut-être plus tard, dans le musée d'art islamique qui précédait ce musée d'art berbère qui a été créé il y a simplement 2 ans et demi. Donc voilà, principalement des bijoux en priorité, je dirais. Donc on va parler en effet de ce musée. Christophe Martin, quand Pierre Bergé vous demande en 2008 de réfléchir à un nouveau musée, quel était le cahier des charges et qu'est-ce qu'il y avait effectivement? On sait que le jardin était luxuriant, qu'on le visitait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait un autre musée? Qu'est-ce que vous trouvez? Donc comme disait Bjorn, l'atelier de Majorelle, donc la petite maison bleue qui est au milieu du jardin Majorelle, était occupé par un musée d'art islamique qui en fait contenait la plupart des collections de M. Saint-Laurent et de M. Bergé et qui avait été refait aussi dans les années 90 par Bill Willis. J'y arrive là, je vais montrer un visuel. D'accord, voilà. Donc c'était ça, ce qu'il y avait. Voilà, c'était un charmant musée, mais qui comprenait essentiellement toutes les collections de Pierre Bergé de Saint-Laurent et qui, on peut dire qu'il n'y avait pas de scénographie ou de muséographie, vous m'entendez quand même, voilà. Très bien. Particulière, qui était très élégant. Mais lorsqu'on avait fait une exposition ici à la Fondation Pierre Bergé de Saint-Laurent sur les caftans marocains, Pierre Bergé s'était porté acquéreur de cette collection de caftans marocains et avait décidé d'enrichir le musée d'art islamique de cette collection. Donc toute l'histoire du musée berbère commence à peu près là, quand Pierre Bergé décide de modifier ce musée d'art islamique pour l'enrichir de cette collection de caftans marocains. Voilà. Donc à ce moment-là, effectivement, vous réfléchissez à la réflexion, il faut mettre aux normes. Donc à ce moment-là, on fait une sorte d'audit sur la collection et petit à petit, je pense que l'idée germe dans l'esprit de M. Bergé de faire quelque chose peut-être un peu plus conséquent et il finit par se rendre compte que peut-être de prolonger l'idée du musée islamique n'est pas forcément la meilleure idée. À ce moment-là, il rencontre une dame, qui est Madame Sarah Pinson, qui est ici présente, et tous les deux évoquent l'hypothèse de faire un musée berbère, en fait. Donc, entre-temps, par contre, on avait commencé à tout changer pour faire un musée d'art islamique, en incluant la collection du caftan marocain, mais ce jour-là, c'était un dimanche matin, Pierre Bergé m'appelle, il me dit « on arrête tout et on va faire un musée berbère ». Et donc, de nouveau, effectivement, repenser, est-ce qu'il y avait une collection importante, comment on est un musée comme ça? Donc, bon, dans la collection d'art islamique, il y avait déjà pas mal d'objets berbères. On les voit ici d'ailleurs, oui, un ensemble de piliers de mosquées et ce minbar, donc des objets présentés dans le musée d'art islamique contenaient déjà des objets qui étaient islamiques évidemment, et à la fois marocains et berbères. On les a réintégrés dans la collection plus tard. Non, et notamment toutes les fibules dont tu parlais. Qui avaient été collectionnées de longue date par Pierre Bergé de Saint-Laurent.
Donc on partait pas totalement de zéro, mais par contre on partait sur une idée nouvelle. Et donc faire un musée, c'est pas juste repeindre des murs et accrocher des objets, c'est raconter une histoire en fait. Voilà. Très bien. Mais avant de raconter une histoire, c'est un musée en effet qui fait combien de mètres carrés, qui a combien de salles? Donc ce bâtiment, c'est une commande de Majorelle dans les années 30, en 1931. C'était pour faire un atelier. C'est un atelier qui fait à peu près 300 mètres carrés. Oui, je vais vous montrer les images d'archives, enfin les images anciennes du lieu. Donc Majorelle a demandé à Paul Sinoir, l'architecte français. Majorelle souhaitait quelque chose d'un peu cubiste et Sinoir lui a fait un bâtiment plutôt art déco orientaliste avec une inspiration très corbuséenne, on pourrait dire. Donc c'est quand même un bâtiment qui reflète, si on regarde sa façade, vraiment l'histoire de l'architecture de cette époque. Donc on est dans les années 30. On est dans les années 30, voilà. Et ce bleu-là, est-ce qu'il existait? On parle beaucoup du bleu Majorelle. Donc le bleu Majorelle, il est vrai que Majorelle avait déjà commencé à peindre ce bâtiment. Je pense que ce bâtiment lui servait de laboratoire. Donc ce bâtiment est passé par plusieurs couleurs, et notamment le bleu Majorelle. Mais surtout, il avait peint les allées, tout ça Oui, était déjà, qu'on voit ici, était déjà peint en bleu. Après, c'est une couleur qui s'est un petit peu perdue, je pense, et que M. Saint-Laurent essaie de retrouver. Voilà. Et on peut dire, la vérité, c'est que ce bâtiment en bleu, c'est plus une décision de M. Saint-Laurent que de Majorelle. Et donc, vous avez effectivement parlé de la rénovation du musée. On va commencer avant de parler des œuvres exposées et comment vous allez concevoir une muséographie. Est-ce que le bâtiment était aux normes? Parce que quand même, il y a 3 ans, est-ce qu'il y avait par exemple un passage handicapé? Oui, donc effectivement, même quand Bill Willis avait fait la rénovation du musée islamique dans les années 90, à cette époque-là, on n'avait pas forcément le souci de ramener cet atelier, qui était un atelier de peintre, à des normes contemporaines de muséographie, des normes handicapées, enfin, des normes d'établissement recevant du public. Et donc la volonté de Pierre Berger, quand il a voulu une nouvelle rénovation de ce musée, c'est de l'amener au meilleur niveau des normes actuelles en termes d'établissement recevant du public et de normes muséographiques. Voilà. Donc comme c'est un bâtiment assez petit, parce que la surface d'exposition est d'environ 200 mètres carrés, on n'avait pas trop de contraintes au niveau d'issue de secours ou de choses comme ça, ce qui ne nous a pas amené à modifier les façades, parce que ce qu'on voulait surtout pas, c'est modifier les façades, parce que c'est quand même une sorte de monument historique au Maroc. Mais par contre, on a fait d'énormes travaux à l'intérieur pour le mettre aux normes handicapées. C'est-à-dire qu'il est accessible à handicapés, ce qui est très très rare au Maroc, d'avoir des bâtiments accessibles aux handicapés. Et par contre, on a mis des équipements techniques de climatisation, d'humidification et de chauffage qui permettent la conservation des œuvres dans les normes actuelles. On voit ici effectivement la collection dispersée, un peu comme ça. Est-ce qu'une fois que vous avez découvert la collection, est-ce que des thèmes ont été facilement trouvés, ou est-ce que vous avez fait appel, par exemple, à des spécialistes de la culture berbère? En avait-il beaucoup? En avez-vous trouvé facilement? Comment ça s'est passé, votre coordination, Björn, vous-même, et ceux à qui vous avez demandé conseil? Moi, je suis arrivé dans le projet un petit peu plus tard, parce que Christophe évoquait la date 2008, il y a eu plusieurs tergiversations, on en a parlé. Je suis arrivé en 2010, donc exactement 1 an avant l'ouverture du musée. Et la collection, qui avait été complétée considérablement par Pierre Berger à ce moment-là, avait été déjà passée au crible d'un certain nombre d'experts qui l'avaient regardé. Et on a travaillé beaucoup avec Sarah Pinson, que Christophe a évoqué à l'instant, qui a une très bonne connaissance de l'art berbère,
et ça m'a beaucoup aidé évidemment, mais on s'est entouré d'un certain nombre de spécialistes qui font aujourd'hui partie d'un comité scientifique d'orientation, qui fait partie aussi d'une équipe scientifique qui nous a permis, cette équipe nous a permis vraiment de mieux déterminer nos choix. C'est vrai qu'on n'a pas identifié un commissaire du musée spécifiquement, mais une sorte de collège d'experts qu'on a rencontrés et qui nous ont permis de définir plus clairement les idées forces qu'on allait développer dans le musée. C'est un petit espace et... Combien de salles? Donc il y a 4 salles. Une première salle d'introduction où vraiment il y a beaucoup d'audiovisuel, c'est assez proche dans l'idée de ce qu'on peut montrer ici à Paris dans l'exposition Femmes berbères du Maroc, une introduction historique, géographique, et un second espace qui montre les savoir-faire, à la fois matériels et immatériels des berbères, un troisième qui est dédié à l'orfèvrerie, parce que on a énormément de très belles pièces dans la collection, et donc on leur a fait la part belle, et Christophe pourra vous montrer, on verra après les choix muséographiques qui ont été menés dans cet espace et qui sont assez spectaculaires. Et un dernier espace dans lequel il est question d'apparat, de costumes. Et l'accent a été mis dans la scénographie, mais encore une fois Christophe en parlera. Vraiment l'idée c'était d'abolir les distances entre le visiteur et l'objet. Et je crois que c'est un exercice qui n'est pas simple, parce qu'il implique après beaucoup de contraintes de conservation, d'activation, de renouvellement, d'accrochage. Mais il a contribué à créer une atmosphère tout à fait particulière dans ce musée. Et on verra des images ensuite et Christophe pourra en parler. Est-ce que la manière d'exposer, par exemple thématique, régionale, un mélange de tout ça, etc., est apparue assez vite ou Alors Christophe peut en parler. Oui, avant que je n'arrive, il était question d'une présentation typologique, géographique, et vu les contraintes de l'espace à Majorelle, c'était inenvisageable. On ne pouvait pas décliner autant de vitrines que l'auraient souhaité certains spécialistes, à juste titre vraisemblablement, mais il a été question d'autre chose et de rationaliser les choses différemment. Christophe, effectivement, les visiteurs visitent en premier un jardin splendide. Vous, quand vous décidez de rénover l'intérieur, vous vous dites quoi? Je veux que ça en jette autant que le jardin. Quelle est l'idée forte effectivement de votre projet? Ça, c'était vraiment la difficulté du projet. C'est ce que je disais toujours à Björn. Quand on débarque dans le jardin Majorelle, pour ceux qui le connaissent, c'est quand même un lieu assez impressionnant, d'une très grande beauté. Et donc je disais qu'il fallait que ce musée-là garde ce niveau-là. Sachant que quand vous faites un musée ethnologique, c'est quand même un sujet qui peut s'avérer très difficile. C'est difficile de capter l'attention des gens. D'autant plus que donc le jardin Majorelle étant un des lieux les plus visités du Maroc. Combien? Je crois 730 000. 730 000. 700 000 visiteurs par an, c'est colossal. C'est le lieu le plus visité du Maroc. Oui. Donc, et le musée, pardonnez-moi. On est autour de 150 000 pour le musée, mais on ne peut pas faire plus de toute façon. Aujourd'hui, ce n'est plus. Enfin, on ne peut pas envisager d'avoir plus de visiteurs. Et à l'instant T, par exemple, combien de personnes peuvent visiter le musée au même moment? Une quarantaine. Les normes disent 50. On est dans un ERP qui peut autoriser que 50 personnes en même temps, mais vu les choix scénographiques qu'on a fait, on essaye de réduire à 30-35 personnes, c'est ça? Oui, en vraiment grande période d'affluence, et c'est le cas en ce moment, on autorise jusqu'à 40, mais c'est vrai que c'est pas très agréable. On préfère à la limite que le public attende un petit peu dehors et profite de sa visite plutôt qu'il visite le musée à la queue leu. Donc Christophe, vous parliez effectivement de la difficulté de présenter, de la difficulté de faire un musée ethnologique, disiez-vous. Oui, et surtout d'essayer de parler à tout le monde en fait. La difficulté d'un musée, c'est de trouver le moyen d'intéresser tout le monde. C'est-à-dire que quel que soit le visiteur, que ce soit celui qui passe 30 secondes, celui qui va y rester 15 minutes ou celui qui va y rester 2 heures, qu'il reparte de l'endroit en ayant eu une information et même si au-delà de ça qu'il ait appris quelque chose malgré lui. Donc c'était ce que je disais. Je voulais faire un peu le je sais pas si je le dis. C'était l'idée de Disney en fait. C'est-à-dire chez Disney les ingénieurs travaillent de telle manière que vous êtes
on vous donne l'information à vos dépens, en fait. Donc c'était vraiment la volonté de ce musée. Je voudrais juste préciser à ce titre, parce qu'on n'est pas dans un cas de figure traditionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas pignon sur rue, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la rue, on est dans un lieu que les gens, préférablement, enfin prioritairement, les gens viennent voir un jardin. Ils ne savent pas qu'il y a forcément un musée, et encore moins un musée berbère, dans l'enceinte du jardin. Donc on s'adresse à un public qui vient voir un jardin, qui a priori n'a pas imaginé visiter un musée, et un public extrêmement large. On parle de 700, 730 000 visiteurs, il y a des gens de toutes sortes, de toutes catégories sociales, de tout pays. Et l'idée, comme le disait Christophe, mais je précisais juste cet élément parce qu'on ne va pas à Majorelle comme on va au musée, on y va pour se promener dans un jardin. Donc le public est captif, on leur propose autre chose, éventuellement de pouvoir visiter ce musée, mais si on leur propose ça, il faut qu'ils, comme le disait Christophe à juste titre, je pense que l'exercice a été parfaitement réalisé, c'est de pouvoir leur donner un espace peut-être d'1 quart d'heure pour certains, d'avoir appris quelque chose, d'avoir déjà compris que les Berbères étaient le peuplement originel du Maroc, parce que beaucoup de visiteurs qui vont à Majorelle et qui passent peut-être 3 jours à Marrakech ne savent pas forcément. Donc c'était ça aussi l'exercice, et évidemment de parler aux spécialistes et aux gens qui veulent en savoir davantage. Je pense qu'il y a différents niveaux de lecture dans ce musée, et c'était ça l'idée. Et en sortant de là, on sait ce qu'est la culture berbère. C'est l'idée. Que vous allez nous définir. C'est l'idée. On présente dans 200 mètres carrés 600 objets qui parlent d'un pays immense, avec une diversité tribale, des étant donnés géographiques extrêmement variés. On parle d'une population, d'un peuple qui comporte énormément de variantes, même si on parle d'une civilisation berbère. Donc c'était là encore une gageure. Je pense qu'on montre quand même un panorama assez exhaustif de ce qui a pu se passer, ce qui se passe dans le Maroc berbère. Maintenant, est-ce que... Je ne me rappelle plus de votre question. La culture. Mais la culture, oui, je pense qu'on en a quand même une idée un peu précise. Et si on se donne le temps de regarder, de lire, d'écouter, parce que c'est comme un peu comme ici, il y a toutes sortes de médias qui nous permettent d'y parvenir, on en apprend beaucoup, beaucoup. Oui. Je veux juste préciser, en fait, ce qu'on a essayé de faire aussi, en parlant de Disney, excusez-moi de parler de ça, c'est qu'on a traité le musée comme un spectacle aussi. Donc, le visiteur, quel qu'il soit, quand il se déambule dans ce musée, il a quand même une mise en scène des œuvres qui permet quand même, à la sortie, d'avoir, disons, une idée de ce qu'est la culture berbère. Voilà, tu parlais de mise en scène. Ah oui, alors vous allez nous parler. Alors je peux revenir brièvement, juste voilà, le parcours, je parlais des savoir-faire. Tu montres là, Qu'est-ce que tu veux la simulation, comment ça... Ah oui, oui, je suis revenu en arrière, parce que c'est peut-être on n'a pas parlé Mais de ça. Mais oui, on n'a pas parlé de ça, ce qui était très important. J'imagine que pour faire un musée, imaginez un peu l'emplacement des objets, les vitrines, comment avez-vous procédé? Où on en est là? Donc, on est en 2010. Là, on est en 2010. Quand Björn arrive. Quand Björn arrive, enfin, parce que c'était quand même, j'imagine, c'était une tâche très très difficile. On s'est installé dans les hangars de Saint-Ouen, ici en région parisienne. Donc la collection se trouvait à Paris. La collection était à Paris. Il y avait combien d'objets, Christophe? Autour de 1200 objets. Et on a reconstitué le musée à l'échelle 1, le projet du musée à l'échelle 1 sur le sol. Donc ce que vous voyez là, ce sont grâce à des couvertures, on a simulé toutes les vitrines et fait une simulation à l'échelle 1 de la présentation des objets. Donc je trouvais intéressant de vous montrer ça, parce que c'est comme ça qu'on crée un musée en fait, ce type de musée. Voilà, ça c'est les vitrines à plat, donc qui ont été un peu modifiées. Finé, mais... Et vous avez travaillé combien de temps, effectivement, à Saint-Ouen? Longtemps. Un an. À peu près un an, oui. C'était pas simplement le mock-up, hein, c'est-à-dire l'échelle, mais il a fallu regarder les objets, aussi faire des choix. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on faisait ces simulations sur ces fameuses couvertures, le musée se construisait, évidemment. Donc, parce que Pierre Berger souhaitait que, comme d'habitude, souhaite que tous les projets aillent très vite. Donc ce musée a été réalisé en 3 ans. C'est un exploit. C'est un exploit parce qu'en 3 ans, partant de zéro, c'est-à-dire
n'y avait aucun contenu scientifique, rien. On a fait le bâtiment, l'intérieur du bâtiment, en même temps que le contenu scientifique. Donc en même temps qu'on faisait ces simulations à Saint-Ouen, ça construisait à Marrakech. Voilà. Et donc combien d'objets exposés? On a vu la collection est importante. Combien d'objets exposés? Autour de 600 objets, donc il y a un accrochage assez dense dans le musée. Il y a une rotation? Oui. Alors, j'évoquais tout à l'heure justement cette mise à distance qui a été un écueil qu'on trouve souvent dans les musées, notamment dans les musées ethnographiques ou de design, où on peut avoir une empathie directe avec l'objet qu'on présente, puisqu'il s'agit souvent d'un vêtement, d'un outil, donc quelque chose qu'on connaît et qu'on a envie de comprendre en termes d'usage, de port. Et donc, on a été contraint, parce que je vous montrerai des images peut-être juste après, notamment la salle qui présente les costumes. Il n'y a aucune mise à distance. Les gens déambulent autour de ces costumes, comme dans une fête berbère, et ils peuvent voir vraiment l'objet très très près. Enfin, bien sûr, ils n'ont pas le droit de le toucher, mais ils peuvent comprendre aussi. C'est important pour des textiles berbères aussi, qui ont des aspérités, un traitement, une manière un tissage, la finesse, ou moins de certains textiles. C'est important de pouvoir l'appréhender de très près. Et c'était choix de Christophe de ne pas mettre ces objets sous vitrine ou de les mettre à distance. Je pense que ça fait aussi ça contribue en tout cas au succès de ce musée. Et comme on est dans cette mode de présentation muséographique, ça implique, pour bien conserver les objets, de les faire tourner très régulièrement pour les mettre le plus possible loin de la lumière, de la poussière, au contact du public, etc. C'est quoi, tous les 6 mois Alors on s'est fixé au départ tous les 6 mois, ce qu'on pouvait imaginer. Après c'est un peu difficile à mettre en œuvre, mais tous les ans on change l'intégralité, pas simplement des vêtements, mais aussi de tous les tapis, de tous les textiles qui sont dans le musée. Et ça n'est pas simple, il faut qu'on ferme le musée, on est obligé pour ça de fermer une dizaine de jours par an. Mais on ne ferme jamais le reste du temps. Donc, et donc on réactive l'accrochage, à la fois pas simplement on ne se contente pas de rhabiller les mannequins, on les repositionne, on crée une nouvelle atmosphère, et c'est l'occasion de montrer aussi, parce qu'on présente quoi, 15 à 20 mannequins, ce qui est assez peu finalement pour rendre compte de la diversité du costume berbère. Donc cet impératif de conservation, je dirais, nous permet de réactiver cet accrochage et de montrer donc une pluralité de costumes. Et étrangement, je n'aurais pas imaginé, mais il y a beaucoup de gens qui reviennent au musée tous les ans, régulièrement, et qui constatent ce changement d'accrochage. Parce que vous mettez l'accent sur des thèmes différents? Oui, alors on a changé 3 fois, ou alors un traitement, peut-être un choix de textile beaucoup plus graphique. L'année dernière, c'était beaucoup plus simple, on était beaucoup moins dans l'esbroufouille, parce que c'est ça aussi parfois, quand on voit une femme à un oussem, où on se représente, on montre son statut social, donc on met plein de bijoux, et on met les plus belles escapes, etc. Et il y a 2 ans, on a fait un accrochage on a réalisé un accrochage beaucoup plus graphique, beaucoup plus vraiment sur le textile, très peu de bijoux. Voilà, donc on s'amuse, oui, enfin on s'amuse pas, on fait ça très sérieusement, mais en tout cas on essaie de réactiver, de montrer la diversité de ces textiles. Alors la salle la plus spectaculaire, on a vu quand même un exemple là. Christophe Martin. Voilà, Christophe Martin. Qu'est-ce que c'est? Donc moi c'est ce que j'appelle la Wow Room. Donc c'était vous avez compris qu'on partait d'un bâtiment existant, donc on avait des contraintes spatiales et on avait notamment une salle orthogonale dans cet atelier dessiné par Sinoir. Et comme dans la démarche muséographique, on avait décidé d'utiliser cette salle pour les bijoux. J'ai souhaité la mettre très très en scène comme ça, pour représenter ces berbères, ces femmes berbères dans la nuit, enfin dans cette relation, parce que berbère, ça veut dire aussi c'est beaucoup de gens qui vivent à la campagne, donc qui vivent sous le ciel, et sous le ciel étoilé. Donc c'est juste une représentation un peu littérale de ce qu'est la réalité de ces gens-là dans la nuit, dans le désert, et sous ce ciel incroyable. Si un jour vous allez au Maroc et dans des endroits peu éclairés, on voit ces étoiles, des choses qu'on voit presque plus ici en Europe, malheureusement.
Et donc la présentation des bijoux se fait de deux manières, à plat pour certains, et puis sur des bustes faits sur mesure. Comment avez-vous procédé? Donc, comme disait Björn, on a pris le parti d'essayer de montrer l'objet tel qu'il était porté, donc pour que vraiment les gens puissent vraiment comprendre l'objet tel qu'il était porté, évidemment. Donc on a choisi cette option de créer des bustes qu'on a fait réaliser en France, et on a fait une sélection des plus belles parures et on les a montrées sur ces bustes-là. Et comme la collection était très riche, en complémentaire, on présente d'autres parures sur les vitrines devant. Souhaitez-vous en commenter quelques-uns? Si vous voulez, oui. C'est assez proche de ce qu'on peut retrouver ici. C'est l'occasion peut-être de parler de cette exposition à Paris. Elle n'aurait jamais eu lieu si ce musée n'avait pas été créé, ce qui explique notre présence ce soir et pourquoi on parle de ce musée à Marrakech. Est-ce que c'est le premier musée berbère? C'est le premier musée, oui. Je pense c'est le premier. Il y a un autre musée berbère au Maroc, à Agadir, mais qui ne traite que d'une seule région, qui est une région très riche. Agadir, la région du Souss, où il y a beaucoup de bijoux, qui est un musée très intéressant, mais qui n'est pas exhaustif, donc qui ne rend pas compte de toute la diversité des berbères du Maroc. Mais c'est un musée très intéressant. Mais c'est le seul musée berbère au Maroc, des berbères du Maroc, et c'est le lieu le plus visité du Maroc, encore une fois. Et c'est assez drôle comme en peut-être 2 ans et demi, ce lieu est devenu une référence. Même c'est étonnant parce que c'est une initiative étrangère d'une fondation certes marocaine, mais qui est gérée et présidée par un étranger, même s'il est chez lui au Maroc, Pierre Berger. Et c'est très amusant parce que la question des Berbères, politiquement, c'est pas simple non plus au Maroc. Et on a ouvert au moment, simultanément, si vous voulez, à la reconnaissance d'un préambule de la nouvelle constitution qui a été adoptée au moment des printemps arabes limitrophes. Et c'est attiré énormément d'attention, pas simplement au-delà évidemment de la beauté de ce lieu et de comment il a été traité, etc. C'est devenu un peu une référence au-delà du traitement muséographique. Enfin, on assure vraiment une gestion du lieu comme ça doit se faire, et ça a aussi suscité un intérêt politique important. Voilà, je m'égare un peu. Mais non, vous égarez, parce qu'un musée, effectivement, de nos jours, n'est pas seulement un lieu d'exposition, de conservation des œuvres, c'est aussi un lieu de vie, un lieu où il y a des activités autour du musée. Est-ce qu'il y a des publications? Est-ce qu'il y a des rencontres? Comment faites-vous vivre ce lieu? Alors c'est pas simple parce que le lieu est petit, comme on l'a dit, et on n'a pas vraiment de capacité d'extension, puisque on est dans un lieu classé, qui fait 200 mètres carrés, qui n'en fera jamais plus. Donc le jour où on m'a proposé de m'occuper de ce musée à plus long terme, moi j'ai proposé, enfin on était tous d'accord de toute façon, mais de l'activer différemment, c'est-à-dire d'imaginer des rencontres, des colloques, évidemment des publications, et encore aussi des expositions, comme c'est le cas de celle-ci, qui est présentée à Paris, mais qui voyagera ensuite, qui ira de l'autre côté du monde arabe, au Bahreïn, donc dans le Golfe Persique, et puis ensuite au Maroc à nouveau, et j'espère ensuite aux États-Unis. Donc on active effectivement ce musée différemment, et quand on organise des colloques, on organise un colloque annuel qui s'appelle le colloque du musée berbère du Jardin Majorel. On traite de questions qui sont plus contemporaines, qui traitent de l'identité, du patrimoine berbère, dans une perspective plus contemporaine, puisqu'on est beaucoup dans le patrimoine dans le musée, et je trouvais intéressant, à travers ces rencontres, d'activer autre chose différemment, et vraiment de permettre à beaucoup à la fois de chercheurs ou de gens qui sont impliqués vraiment dans les questions liées à l'identité berbère, de pouvoir s'exprimer et questionner toutes les questions qui sont plus d'aujourd'hui. On connaît effectivement la passion de Pierre Berger pour les livres. Est-ce qu'effectivement il y a une bibliothèque conséquente? Est-ce que des chercheurs peuvent venir faire des recherches au musée berbère? Inch'Allah, on y travaille. On a commencé à constituer un fonds il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, on travaille à ça. On achète beaucoup de livres. Et à terme, je sais que Pierre Berger souhaiterait ouvrir cette bibliothèque aux chercheurs. Donc
qu'on va d'abord s'atteler à la constituer correctement et de faire en sorte qu'elle soit facilement consultable, mais je sais qu'à terme, elle sera ouverte aux chercheurs et au public spécialisé. Est-ce que vous avez constaté, vous êtes rendu compte que grâce à ce musée, il y a aujourd'hui un plus grand intérêt, peut-être des chercheurs ou des Marocains à s'intéresser effectivement à cette culture plus qu'avant? Je ne sais pas s'il y a un intérêt plus important, mais en tout cas, on peut s'en rendre compte au moins, puisque c'est un forum qui n'existait pas nécessairement auparavant. Donc oui, je peux le constater. Je pense que l'intérêt existait déjà, mais là, les gens peuvent s'exprimer, ils viennent à nous. Moi, je suis sollicité de manière spontanée par plein de gens qui peu à peu, au Maroc, ont appris que ce musée avait été créé et qu'on les écoutait, et qu'on était peut-être en mesure de mettre en place des projets voilà, de recherche, mais pas simplement. Il y a des archéologues aussi qui travaillent sur des questions liées aux Berbères au Maroc. La fondation Jardin Majorel, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, qui a été créée à peu près au même moment que l'ouverture de ce musée, soutient beaucoup d'initiatives de recherche en faveur d'une meilleure connaissance de la culture berbère. Et est-ce qu'on peut dire, par exemple, vous avez parlé du public très important, 150 000 personnes, est-ce que vous savez, par des études qualitatives, est-ce que ce sont les Européens qui viennent le plus, ce sont des Anglais, ce sont des Marocains? Oui, quand on a ouvert le musée, on a mis en place à la fois dans le jardin et aussi dans le musée des statistiques, parce que je pense que pour mieux parler à nos visiteurs, il faut mieux savoir qui ils sont. Cette évidence dite. Donc on sait très bien, oui, c'est une majorité, à l'entrée au jardin, c'est une majorité de francophones, de français, et cette majorité s'inverse à l'entrée du musée. Pardon, je ne sais pas si j'étais clair. Beaucoup de Français au jardin. On va reprendre. Beaucoup de Français viennent visiter et le jardin et le musée. Oui, évidemment, il y a beaucoup de gens qui viennent de toutes sortes. Ils sont principalement français à l'entrée du jardin, ils ne sont plus majoritaires à l'entrée du musée. Et donc on a un public qui est très curieux, souvent anglophone, même britannique, qui s'intéresse beaucoup à ça. De plus en plus de Marocains aussi, on l'a constaté, c'était pas très nombreux, ils le sont de plus en plus. Après, il faut dire objectivement qu'il faut s'acquitter d'un droit d'entrée au Jardin Majorel et qu'il est vraisemblablement un peu cher pour les Marocains. Mais je sais qu'ils prennent beaucoup de plaisir à y venir. C'est assez étonnant dans un lieu qui est éminemment colonial, qui présente une collection de plantes exotiques. Enfin, quand on est au Jardin Majorel, on est à la fois complètement à Marrakech, et pourtant rien n'évoque Marrakech. Enfin, c'est très étonnant comme lieu. C'est tout sauf Marrakech, le Jardin Majorel. Sauf que c'est devenu l'emblème de Marrakech, et même un des emblèmes du Maroc. C'est très étonnant. Et les Marocains adorent ce lieu et se l'approprient à juste titre. Donc oui, nous connaissons nos visiteurs, et on essaie de mieux leur parler, en publiant aussi des livres, beaucoup en anglais, puisque tous nos colloques, les minutes des colloques sont toujours traduites, et les cahiers du musée berbère sont systématiquement publiés à la fois en anglais et en français. Alors on comprend aussi qu'un musée est un acte politique, un musée comme celui-ci. Est-ce que les politiques vous ont aidé, ou bien non, vous ont mis des bâtons dans les roues? Comment ont-ils réagi, effectivement? Les politiques, on n'a pas eu de contact avec les politiques. C'est vrai que au tout début, quand on commence à travailler sur ce sujet-là, j'ai eu quelques levées de boucliers, mais pas tant que ça en définitive. Qui se manifestaient comment? Des gens qui me disaient qu'il ne fallait pas faire ça, simplement. Enfin, je ne vais citer personne, mais une fois qu'on a fait ça sans politique, non, on ne les a même pas informés. On ne les a même pas informés, mais enfin, peu de gens qui... Enfin, on a eu peu de réactions, c'est uniquement à l'ouverture que les gens, en définitive, se sont assez enthousiasmés. Oui, mais j'étais très content, et je pense que, je le disais tout à l'heure, le fait que ce soit une initiative étrangère, étonnamment, je pense que ça a mis tout le monde d'accord. Parce qu'il n'y a pas eu d'enjeu berbère marocain qui aurait pu être compliqué entre les mouvements culturels, les différents militants, etc. Et du coup, comme c'est une initiative qui, en plus, encore une fois, évidemment, c'est un musée, donc on parle de culture, donc c'est politique, mais c'est pas prioritairement un projet politique. On n'était pas dans... Ça tient évidemment à cœur à Pierre Berger, mais c'est une collection des objets qu'il aime. Et l'idée, c'était de présenter cette culture dans le Jardin Majorel. Ça faisait sens parce que aussi Jacques Majorel avait beaucoup représenté à la fois les modes de vie, mais aussi l'architecture, les paysages berbères. Donc on n'était pas dans cette démarche-là, militante,
mais n'empêche que c'est un acte militant, et que quand on a ouvert, je pense que tout le monde était content que ça existe, et que ça se soit fait finalement assez discrètement, et par des gens qui n'avaient pas d'autres enjeux que de montrer de belles choses et de parler d'une culture qui avait été un peu maltraitée pendant toutes ces décennies. Vous avez parlé vous avez parlé il y a un instant que la culture berbère a été reconnue par le Maroc comme étant essentielle de l'identité marocaine. Est-ce qu'elle a été reconnue avant l'ouverture du musée ou après? Simultanément. Nous, on avait déjà décidé de faire un musée. Oui, d'accord. Mais la Constitution a été adoptée, je crois, au printemps, ou même plus tard. Non, il y a eu un discours d'abord de Sa Majesté, et en fait, mais c'est simultané. C'est vraiment simultané, et c'est assez étonnant d'ailleurs que ce soit arrivé tout à fait au même moment. Christophe, est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté du projet, de sa pertinence, de la possibilité de sa réalisation même? Enfin, si on revient sur la diapositive des couvertures... Oui, revenons. C'est vrai que quand la collection est arrivée, que vous voyez tous ces objets les uns à côté des autres, c'est difficile certaines personnes ont perdu un peu d'enthousiasme, c'est vrai, mais on a eu la force de montrer qu'on pouvait faire quelque chose, et aujourd'hui le résultat est probant, je pense. Quand vous voyez, quand on rentre dans le musée, je me souviens de la première phrase qu'a dit M. Berger en rentrant dans ce musée, parce qu'il était, en fait, on a fait ce qu'on appelle un soft opening au mois de septembre 2011 pour avoir une inauguration au mois de décembre. Monsieur Berger est venu exprès, c'était en plein été, donc vous imaginez la chaleur à Marrakech, venu exprès, et là il a dit, j'imaginais pas que ça pouvait être aussi bien. Voilà. Donc c'est vrai que quand il avait vu les objets ici, les montagnes de coffres en bois, les poteries, il y a eu de temps en temps on se demandait si on allait pouvoir faire quelque chose d'aussi extraordinaire que ce qu'on a fait. Donc on a compris que la Wow Room, vous l'appelez comme ça, hein, je l'appelle comme ça. En jette, même effectivement en diapo en jette. Est-ce que vous voulez bien, Björn, passer en revue quelques points forts, par exemple de chaque salle ou, Je les ai introduits, ces points tout à l'heure. On peut regarder des diapositives, voilà, j'avance, je recule, c'est vous donner le mal de mer, mais il y a donc cette salle qui est très importante, qui est centrale même architecturalement au cœur du bâtiment. Donc vous avez cet effet de mise en abîme où alors déjà même la photographie, justement, sur mon ordinateur elle est claire, mais là vous comprenez pas l'espace, donc c'est l'idée. C'est comme ça que ça se passe quand on est dans l'espace, c'est qu'on ne comprend pas très bien, on n'est pas dans un espace très grand, et on a vraiment l'impression d'être dans cette nuit étoilée et ces objets, mais Christophe l'a déjà évoqué. Donc voilà les points forts. On présente ici les objets de manière géographique aussi. Hein, les questions, on part ici sur votre gauche depuis le nord du Maroc et le Rif pour terminer à droite dans la région de Guelmim. Donc il y a une réelle évolution géographique. On essaie d'induire comme ça dans la présentation une meilleure compréhension stylistique aussi des matériaux qui sont utilisés par telle ou telle tribu en fonction des régions dans lesquelles ils évoluent. Donc c'est d'ailleurs une des seules salles vraiment où il y a une réelle présentation géographique dans le musée. Après on est plus dans des types dans la première salle, vous l'avez peut-être vu plus tôt, on présente des vitrines, la technique de la vannerie, du bois, le travail du bois, la typologique, et notamment une vitrine assez importante où il est question des savoir-faire immatériels. Donc on évoque la religion, les croyances des Berbères, aussi l'éducation, tout ce qui est lié à la vie sociale, comment elle est régie, les contrats, et toutes sortes de choses de cet ordre. Et la dernière salle que je vous présente maintenant présente, comme je vous le disais, les costumes, comme ça, sans aucune distance physique entre le visiteur et les objets présentés. La photo est un peu suréclairée, l'atmosphère, c'est très difficile de photographier d'ailleurs, Christophe, ce lieu, parce qu'il est très théâtralisé déjà dans la muséographie, mais aussi dans la manière dont les objets et les costumes sont éclairés. C'est extrêmement... je dirais la photo est presque un peu décevante, on a beaucoup de mal à photographier ce musée, parce qu'il est traité tout en lumière et tout en délicatesse. Et merci Christophe, mais c'est compliqué à photographier. Donc, ouais, non, là, c'est pas très... L'éclairage dans tout musée est quand même un élément très, très important.
qu'est-ce qu'on a compris effectivement dans la Wow Room que vous vouliez nous éblouir, mais là, plus précisément, ce sont qu'est-ce que vous avez voulu effectivement montrer, mettre en exergue, par l'éclairage, je veux dire. D'abord, donc, comme j'ai travaillé 12 ans avec Bob Wilson, pour ceux qui le connaissent, vous savez son goût de l'éclairage. Donc j'ai essayé je n'ai pas fait Bob Wilson parce que c'est impossible, mais l'éclairage sert, comme toujours dans les musées, à mettre en scène, c'est-à-dire à appuyer sur des détails. Je triche de temps en temps avec des gélatines de couleur pour mettre en avant pour rendre en définitive cette salle, notamment cette salle des costumes, pour rendre les costumes vivants. L'idée c'est vraiment d'avoir une approche très vivante, en fait, de spectacle du musée. Oui, de rendre un aspect magique, poétique. Voilà. C'est ce qu'on a compris. Alors, l'essentiel des objets que vous présentez, il me semble, sont liés aux femmes. Beaucoup, oui. Et les hommes? Non, on présente des objets liés aux hommes quand même, un petit peu. Est-ce qu'il y en a autant que ça? Oui, bien entendu. Alors, les femmes ont des très beaux bijoux quand il s'agit d'apparat et de parures. Les hommes ont des armes. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt la femme qui permet la question du statut social de la famille, parce qu'on peut vraiment accumuler tous ces bijoux. C'est peut-être moins vrai pour les hommes. En termes de vêtements, c'est vrai que les robes parfois et les capes sont très spectaculaires chez les femmes. Elles le sont. On a de très beaux objets de djellaba d'hommes au musée. Elles sont peut-être un peu moins spectaculaires, mais non moins intéressantes. Oui, il y a quand même des objets. Mais c'est vrai que, puisque vous voulez me faire parler de cette exposition, peut-être. Oui, très objectivement, c'est-à-dire que si les objets ne sont pas produits par les femmes, ils sont portés par les femmes. Donc c'est le cas ici dans cette exposition. Vous avez une première section qui montre les productions féminines. Donc exclusivement les femmes sont quasiment les seules, les femmes berbères au Maroc à tisser. Après, les bijoux, elles ne les fabriquent pas, mais elles les portent. Alors, on a compris que vous n'étiez pas de grands spécialistes de la culture berbère, mais qu'est-ce qui vous a intéressé? Donc, vous l'êtes devenu, je me rends compte. Mais qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans cet art, l'un et l'autre? Moi, je fais défiler. Moi, je pense que de tout temps, j'ai été passionné par les objets. J'ai travaillé avec de grands collectionneurs qui m'ont donné ce regard sur les objets, particulièrement sur les objets ethniques. Les bijoux, particulièrement. J'ai un amour du bijou ethnique. Ça, c'est un goût particulier, en définitive. Alors moi, les objets qui m'intéressent sont souvent ceux que je ne comprends pas. Pas toujours, hein, mais en tout cas, je sais quand j'ai découvert cette collection, et d'ailleurs, je me rappelle, c'était un sujet de conversation, enfin pas de conversation, oui, avec Christophe. C'était quand j'ai vu ces enfumoirs d'apiculteurs, parce que je ne comprenais pas très bien à quoi ça servait d'emblée, qui sont réalisés donc c'est de la poterie. Donc voilà, moi c'est plutôt de découvrir des objets auxquels je ne suis pas du tout familier. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est évidemment de les comprendre et peut-être aussi de faire comprendre comment ils fonctionnent à un public voilà, qui n'est pas familier lui non plus. Après, j'avais pas une grande sensibilité auparavant au textile, et je dois reconnaître qu'entouré de gens qui en ont une bonne connaissance, qui m'ont appris beaucoup de choses, chez les Berbères en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui prioritairement, peut-être plus que toute autre forme d'expression, même si les bijoux sont spectaculaires, ils m'intéressent beaucoup, mais les textiles m'intéressent beaucoup, les capes, les robes, je trouve que il y a une telle variété, je trouve qu'il y a une fragilité et en même temps une force dans ces objets qui me touchent particulièrement. Et les tapis aussi, tu vois. Oui, j'aime beaucoup les tapis aussi. C'est vrai qu'avant je préférais les... Enfin, on devrait avoir pas... Mais si, dis-moi tout. Non, j'aime beaucoup les tapis. Je suis un peu plus sensible aujourd'hui à tout ce qui est vêtements et capes et robes, voilà, notamment les choses qu'on présente ici.
Est-ce qu'on trouve encore des pièces historiques berbères sur le marché et à quel prix? En historique, oui, parfois il y a des bonnes surprises, bien sûr, oui, oui. Sur le marché, il faut bien regarder. Voilà, historique, qu'est-ce que c'est une pièce historique? Qu'il ne soit pas fabriqué l'année oui, dernière. Non, mais bien entendu, on en trouve encore. Évidemment, il y a des marchands très sérieux, il y a des gens, oui, des maisons de vente, des experts qui font de très bonnes expertises, d'autres moins, mais en gros, non, il y a vraiment des choses sur le marché. Mais après, nous, on est très très riches. C'est vrai qu'on continue à procéder à des acquisitions. Mais on sait très spécifiquement ce qui nous manque et ce qu'on recherche et on ne le trouve pas. Donc si vous posez cette question, il y a certaines armes, notamment de l'anti-atlas, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, parce que c'est le cas, mais je cherche un certain nombre d'armes très spécifiques que je n'ai pas encore trouvées jusqu'à présent, mais elles existent puisqu'il y en a beaucoup au Quai Branly. Bon, après c'est plus compliqué de les obtenir, mais voilà, oui, il y a quelques rares domaines où on pourrait quand même faire plus d'acquisitions au musée berbère. Mais on trouve encore des choses. Oui. Et puis heureusement, il y a des donateurs qui sont... C'est la meilleure option, ça, c'est quand même de se faire donner une collection. Et je dois reconnaître que assez rapidement, parce que c'est assez rare qu'au bout de 2 ans et demi, un musée se voit offrir un certain nombre d'objets et de collections spectaculaires, et que c'est arrivé déjà, et je m'en félicite, je suis très content qu'on puisse récupérer des ensembles cohérents, collectionnés de longue date, avec des pièces tout à fait spectaculaires. Alors si quelqu'un dans la salle a une collection spectaculaire et il veut l'offrir, il est le bienvenu. En attendant, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, madame. Je me demandais donc si vous aviez toujours ces 1200 objets, s'ils sont conservés là-bas, la réserve en quelque sorte. Et donc si vous avez dû aussi prévoir des locaux adaptés pour garder ces objets qui ne sont pas exposés. Je vais laisser Christophe vous répondre, mais oui, on les a toujours. Alors, juste un détail juridique qui n'est pas essentiel. La collection n'est pas inaliénable, mais on considère qu'elle l'est. Et donc, les objets qui font aujourd'hui partie de la collection sont toujours en notre possession, même s'ils ne sont pas montrés, évidemment. Elle va s'enrichir. On ne pourra jamais vraiment montrer plus que 600 objets au jardin. En revanche, vous voyez, on organise des expositions itinérantes et cette réserve nous permet de mieux pouvoir diffuser cette culture et, à travers des expos. Et donc, moi, j'ai aucun problème à encore procéder à des acquisitions. Mais pour les réserves, je laisse Christophe en parler. En fait, dans le processus du projet, la première chose qu'on a construite sont les réserves. Donc, le musée, on a commencé par construire les réserves et après on a commencé à travailler sur le musée. Voilà. Les réserves qui sont à Marrakech? À Marrakech, bon, qui sont modestes parce que c'est un musée pas très grand, mais ça a été notre première construction sur les réserves avec les normes muséographiques et tout ce qu'il faut pour une bonne conservation de l'objet. Voilà. Oui, je voudrais préciser que c'est vraiment un musée, on est tout à fait aux normes, pas simplement techniques, mais aussi en termes d'inventaire. Je mets en place un inventaire qui correspond en tout point aux normes internationales. On est en train de photographier l'intégralité de la collection, qui sera mise en ligne, au même titre qu'une collection de renom, comme celle du Quai Branly, qui puisse permettre effectivement une meilleure connaissance de cette culture et des objets, qui puisse servir aussi aux chercheurs. Je crois que c'était soumis aussi le cahier des charges président, c'était qu'on fasse un musée digne de ce nom, pas simplement de présenter joliment les choses intelligemment, mais c'est aussi d'assurer la pérennité des objets et aussi leur meilleure connaissance à travers toutes sortes de médias comme Internet ou évidemment des publications plus traditionnelles. Monsieur. Oui. Est-ce que Sa Majesté le Roi du Maroc connaît le musée et est-ce qu'elle le soutient à titre personnel? Ma deuxième question est, compte tenu de tous vos projets, fort intéressants, est-ce qu'il ne serait pas possible de creuser des salles souterraines qui n'altéreraient pas l'ensemble existant? Il y a des arbres très anciens avec des racines très profondes, mais là après je suis pas assez spécialiste pour en parler.
On pense à beaucoup de solutions pour s'agrandir. Ce sera peut-être l'objet dans quelques mois ou années d'une autre discussion. Et vous serez informés bientôt de projets qu'on peut avoir. Mais juste pour répondre au sujet de Sa Majesté, oui, il est au courant du musée. Il nous a donné 2 fois son haut patronage. Donc je ne sais, c'est pas à titre privé qu'il le fait, mais à titre officiel. Donc le musée a ouvert sous le haut patronage de Sa Majesté. Cette exposition est placée sous le haut patronage de Sa Majesté. Donc évidemment, j'imagine qu'il nous donne son aval. Après, personnellement, je ne peux pas parler en son nom. Et je ne crois pas qu'il... En revanche, son épouse est venue plusieurs fois au musée. Je ne sais pas. Je ne crois pas que le roi soit venu au musée. Mais on a dû lui en parler. À titre personnel, compte tenu de ses origines oui, particulièrement berbères, est-ce qu'il n'a pas un intérêt particulier personnel, étant donné qu'il habite à côté? Je ne peux pas vous parler non, en tout cas, il n'a pas manifesté. Et Christophe Creuset, effectivement, comme le proposait monsieur, c'est possible? Non. C'est pas envisageable parce qu'on est dans un jardin, premièrement, dur de le dire. Faire une reprise en sous-œuvre, enfin faire un bâtiment en sous-œuvre sur un monument historique, en sachant qu'il a été construit dans les années 30, donc non. Vraisemblablement pas d'extension en dessous, même c'est pas du tout possible. Vous n'êtes pas près de la limite du jardin? Non, on est pas en partie centrale, mais pas loin du centre. Allez-y. Oui, moi je voulais vous demander si vous est-ce que c'est dans vos projets ou est-ce que c'est hors de question d'étendre la notion de berbérité au sud du Maroc et au-delà les Touaregs? Au sud du Maroc, c'est déjà inclus. Après des Touaregs... Après oui, donc, alors, oui, au sud, à l'est surtout. Ah oui, c'est sûr. Non, on pourrait l'étendre. Déjà, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, mais pourquoi vous faites un musée pas berbère, voilà, berbère point barre et pas berbère marocain? Déjà, dans 200 mètres carrés, évoquer la berbérité au Maroc, c'est vraiment un exercice. Si on commence à... Et moi, je serais ravi que ça puisse être le cas, mais dans ce lieu, encore une fois, qui est petit, il a fallu quand même cadrer un peu plus le sujet. Et le sujet qui nous a semblé le plus légitime, c'est de parler des berbères du Maroc, parce qu'on n'allait pas parler des berbères de la région de Marrakech, du Haut-Atlas. L'idée, c'était d'être un peu plus ambitieux. Voilà, je vous disais déjà que c'était difficile d'évoquer cette culture dans un espace aussi restreint. Là, maintenant, moi, je serais ravi de montrer des poteries kabyles parce qu'elles sont superbes. Simplement, c'est juste, on a décidé dès le départ que ce serait comme ça, et aujourd'hui, c'est hors sujet. Mais on parle d'espace depuis le début de cette rencontre. Il y a un réel problème d'espace. Et encore une fois, il n'y en aura pas en sous-sol, au-dessus. Donc même, bon, voilà, moi en tout cas, j'ai pas la capacité à organiser des expositions sur les Kabyles, par exemple, parce que je ne suis pas expert, mais de toute façon, je ne le suis pas, Monique, vous avez raison. Mais oui, dans un futur, ce serait envisageable, mais pas pour le moment. Je me doutais bien que, vu la surface que vous avez, c'est... Oui, il y a Madame. Un espace. Pardon, je ne parle pas très bien français. Si. Je voulais savoir quelles informations vous avez sur la collection des informations d'archives ou quelles informations vous avez ajoutées pour le visiteur de savoir comment été collectionnés, au l'âge des objets, ou quelles informations vous avez eues. Alors, c'est toujours une question. De la collection. Oui. Alors, heureusement, on a des sources assez réduites. Enfin, on sait d'où viennent les objets, en tout cas où ils ont été achetés, pour la plupart. S'ils ont été collectés sur place ou achetés en maison de vente. Alors, on a la capacité de le savoir, je n'ai pas encore procédé à cet inventaire, et quand j'évoquais tout à l'heure une mise en ligne prochaine, un jour, de toutes ces informations, il y a des champs, un certain nombre de champs qu'on doit renseigner pour j'évoquais tout à l'heure aussi ce cadre standard des musées auquel on a décidé de suivre, pardon. Ça fait partie effectivement de ces informations, donc il faut que j'y travaille. Et c'est vrai que pour la plupart des objets, c'est difficile aujourd'hui de dire, ou même de se rappeler comment ils ont été collectés. Mais il faut évidemment procéder à ce genre d'inventaire et on va le faire. Pour la datation, c'est encore très compliqué. Nous, on n'a pas daté à dessein, exprès, dans le musée.
musée les objets. On a précisé, on donne un petit booklet, une petite brochure aux gens qui rentrent dans le musée, en leur précisant que les objets ont été collectés à telle période, que vraisemblablement ils étaient en usage au moment où ils ont été collectés, donc en gros pendant le protectorat, peut-être un peu après, peut-être un peu avant, 1912-1956, mais qu'il est très difficile de dater ces objets. Ce qui prévaut vraiment, c'est l'usage, et c'est de dire qu'il a été en usage à telle période, plus que de savoir est-ce qu'il date de 1912, 24 ou 32. Je pense que ça n'apporte pas grand-chose sur... mais en tout cas, on prévient plus de visiteurs au musée, ici aussi d'ailleurs, en disant voilà, ces objets ont été collectés à tel moment. Oui. Vous me demandez quel était votre modèle de musée, si vous en avez un. Mon modèle de musée, Oui. je trouve qu'il est pas mal celui qu'on a fait. Je sais pas si c'est un modèle, mais non, mais je vais assez souvent. Alors, j'aime beaucoup le musée de la chasse et de la nature à Paris. Voilà, c'est un lieu que je trouve qui combine beaucoup de choses, à la fois qui réactive la collection à travers un dialogue établi avec des artistes contemporains, qu'il y a une atmosphère qui me plaît. Je trouve que c'est la taille humaine, et qu'avec un sujet qui n'était pas évident, déjà même l'intitulé, quand je dis aux gens je vais au musée de la chasse et de la nature, on me dit mais ça va pas, mais pourquoi tu chasses ou... Non, pas du tout. Je trouve que c'est assez intelligent la manière dont ils ont renversé le sujet. Donc je trouve que c'est assez brillant, la façon, enfin pour parler d'un exemple très, très proche de nous, je trouve que c'est un jeu, voilà, j'aime être dans ce genre de musée. Après les très grands musées avec les chefs-d'œuvre, bien sûr c'est formidable, mais il y a du monde, et voilà, donc moi j'aime assez ce qu'on a fait avec Christophe, enfin, si on parle d'espace, surtout Christophe, parce que c'est un musée humain qui parle directement aux gens simplement dans une atmosphère qui est assez magique, et un lieu, évidemment le jardin, qui est extraordinaire. Et pour les années à venir, peut-être faire intervenir des artistes contemporains, réinterpréter certaines œuvres. Oui, mais là encore une fois, où et comment, ce serait une bonne idée, mais c'est très difficile je vois pas. Et là encore, dans le lieu où on se trouve, déjà on apporte une plus-value culturelle. J'en parlais tout à l'heure, les gens ne viennent pas à Majorelle pour voir a priori un musée berbère, même s'ils sont de plus en plus contents de le trouver. Et réactiver un dialogue avec des artistes contemporains, je pense que ce n'est pas le lieu. Je pense que là vraiment on a fait ce qu'on a... Enfin, c'est pas le lieu à Majorelle. Après ça peut être à côté, ça peut être pas loin, mais dans cet atelier, la façon dont il est conçu aujourd'hui, et le jardin encore moins, parce qu'évidemment à la Fondation Jardin Majorelle, on est sollicité très fréquemment. Les gens vous disent mais oui, au moment de la Biennale de Marrakech, on pourrait faire une installation sur un palmier ou à côté. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, mais j'adore l'art contemporain et j'adore travailler avec les artistes, mais au jardin, ça ne fonctionne pas, et je pense que la direction a raison de ne pas commencer à ouvrir cette vanne, parce qu'évidemment, c'est un lieu qui a une visibilité extrêmement importante, et ça pourrait devenir très vite un peu n'importe quoi. Donc c'est un jardin botanique, avec un musée berbère, et voilà. Point Hélène. Oui, monsieur. Oui, jusqu'où l'avenir? On parle du 1912, 24, 32, mais jusqu'où l'avenir? Est-ce qu'il y aura une fin ou est-ce qu'il y aura une éternité? On contribue à l'éternité. En toute modestie. Non mais on est un musée, donc je ne sais pas, votre question est poétique parce que je vous connais et je sais que vous êtes très poétique, mais je pense que je ne vais pas être autant. On est un musée, donc on assure la permanence, la pérennité de ces objets, la transmission d'une culture à travers ces témoins matériels. On essaie de réactiver les choses, comme je vous le disais, à travers des colloques où il est questions plus contemporaines, de patrimoine immatériel, et d'essayer de maintenir tout ça. L'éternité, si vous parlez de la pérennité de ce lieu, je pense qu'elle est garantie en tout cas. Tant qu'on parle d'une fondation Jardin Majorelle, d'utilité publique, et donc je suis plutôt confiant quant à l'avenir de ce jardin et de ce musée. Je voulais juste vous reposer une question par rapport au livre dont vous parliez tout à l'heure. De quoi il s'agit? Quel livre, pardon? Vous parliez de la constitution de Ah oui, il s'agit de recherche. Il y a une littérature coloniale très importante, ce que nous collectionnons pour la bibliothèque. Donc il y a une production très importante sur le protectorat, vraiment, d'ouvrages scientifiques tout à fait remarquables. Salima Nagy évoquait il y a quelques semaines, finalement il faut avoir un crible un peu, savoir ce qu'on est en train de lire et recontextualiser les choses. Mais il y a eu des recherches très importantes qui ont été menées sous le protectorat.
À la fin du protectorat, ça s'est un peu tari, et ça recommence, et on contribue à ça. On aide des publications scientifiques, etc., et on constitue un fonds important documentaire. Voilà, donc c'est en français. C'est en français. Non, c'est une bibliothèque universelle. Encore une fois, légitimement, historiquement, évidemment, la production la plus importante sur les Berbères au Maroc, elle a été produite en français. Mais après, il y a des gens qui s'intéressent aux Berbères en Allemagne, en Suisse, et de plus en plus outre-Atlantique. Mais c'est vrai que en termes de proportion, c'est assez peu de choses. La production la plus importante, elle est française et elle date du protectorat. Elle est ici. Y a-t-il quel est le taux d'autofinancement du jardin et du musée? 100%. Voilà. Donc c'est ce qui peut assurer sa pérennité. Oui, oui. On peut en parler. Non. Ce film est très bien géré. Madame. On redistribue de l'argent aussi. Vous avez parlé des pièces qui vous manquent, que vous recherchez, et je me demandais où se trouvent les grands collectionneurs de cet art dans le monde, au Maroc peut-être, ou dans... Est-ce que je suppose que vous les avez identifiés, vous savez où ils se trouvent? Moi, j'en connais pas tant que ça, mais les plus grands, en tout cas de réputation, ou alors il y en a au Maroc, évidemment, il y en a un peu en France, il y en a en Suisse, il y en a en Allemagne, surtout. Voilà, mais peut-être que... Là, c'est une question à laquelle pourra répondre Sarah Pinson, qui donnera une conférence dans 2-3 semaines. Non, moi, je ne sais plus ça, mais qui connaît bien le milieu. Mais c'est vrai que moi, ceux que j'ai rencontrés, ou en tout cas les collections que j'ai pu voir de collectionneurs décédés, c'était plutôt des Allemands et des Français. Madame. Est-ce que les bijoux des pays limitrophes, l'Algérie et la Tunisie, ont cette même richesse, ou cette diversité? Alors, non, alors, il y a des choses, ils sont très très beaux, les bijoux algériens, ils sont assez différents. Enfin, on trouve des similitudes quand je regarde les parures rifènes, il y a des choses assez proches dans les parures kabyles. Je ne suis pas du tout un expert de l'orfèvrerie algérienne. En revanche, il me semble que la diversité est beaucoup plus importante au Maroc. Voilà, à la fois textile et en termes d'orfèvrerie. S'il y a un point fort en Algérie, pour moi, c'est la poterie qui est superbe et qui a une sophistication que n'a pas nécessairement, ce qui ne la rend pas moins intéressante, la poterie marocaine. Et en Tunisie il y a moins de choses. Il y a moins de choses. Là, en Tunisie, on parle vraiment de poche, je dirais pas anecdotique, mais le peuplement berbère est quand même beaucoup moins important qu'il peut l'être à la fois au Maroc et en Algérie. Oui, non, bon. Ben, je trouve ça très bien. Alors sachez que beaucoup de personnes présentes la précédente rencontre m'ont demandé où on pourrait trouver des bijoux berbères à Paris. Ah oui? Donc on a l'adresse là, si vous souhaitez vous renseigner. Sinon on va applaudir chaleureusement nos deux conférenciers et leur dire bravo.